Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Secrets de famille. Nous allons vous raconter deux histoires étonnantes. Celle de personnages anonymes ballottés par les caprices du destin. Celle d'individus aux trajectoires hors normes, marqués à jamais par les non-dits et les secrets de famille. L'histoire de Mohamed Garn est une histoire exceptionnelle, dramatique. Mohamed est né le 19 avril 1960 à Alger, en pleine guerre d'Algérie. Sa naissance marque le début d'un terrible secret dont il sera victime toute sa vie. Un secret indicible lié aux horreurs de ce conflit. Sans tabou, il nous raconte le long chemin qui lui a permis de découvrir la vérité sur son histoire. Voici le parcours de Mohamed, un homme dont le destin tragique est lié à tout jamais à une page sombre de notre histoire. Je me souviens, à 5 ans, je vivais dans un placard sous un escalier. J'étais un enfant rachitique et j'ai été condamné à mourir. C'est noir pendant 5 ans. Je vois rien que du noir. Voilà. On ne sort pas indemne de cette histoire. J'ai pensé au suicide. Ce secret a failli me tuer. Freud dit « La colère est un début de folie ». Et moi, j'étais en colère. Quel terrible secret de famille a conduit le petit Mohamed à vivre dans un placard? Quelle souffrance a-t-il subi pour vouloir mettre fin à ses jours? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Nous sommes à Alger, au début des années 80. Mohamed a 22 ans, il est pupille de l'État et il vit toujours à l'orphelinat. À 22 ans, je suis à l'orphelinat d'Alger, Saint-Vincent-de-Paul. Je viens d'un long combat d'enfance. Je suis en quête d'identité. Et je me dis que le seul moyen de savoir qui est ma mère, c'est d'aller à l'administration de l'orphelinat et d'essayer de trouver mon dossier. J'attends que le personnel aille manger et je me cache dans les toilettes. Ils ferment l'administration, je sors des toilettes. J'ai pris le dossier et j'en suis fier. Et c'est ce que tous les orphelins devraient faire. Alors je lui dis que je suis le fils de Garn Kera, alias Barta, et qu'elle est née le 1er avril 1943. Il n'y a pas de trace de décès. Du côté où il y a écrit décédé ou pas décédé, néant. Ça veut dire ma mère est vivante. Je ne suis pas seul au monde. Pour Mohamed, cette découverte est un soulagement. Sa mère est vivante. Cette information capitale lui apporte un peu de réconfort, car depuis sa naissance, en avril 1960, sa vie n'est qu'une succession de souffrances. Séparé de sa mère, Mohamed est placé à l'orphelinat, puis chez une nourrice à l'âge de 6 mois. C'est le début d'un long calvaire. Je me souviens que je vivais dans un placard sous un escalier. J'étais un enfant rachitique et j'ai été condamné à mourir. C'est comme ça que je me suis retrouvé en nourrice. Et cette nourrice-là, puisqu'elle voit que je suis un gros malade, elle me met dans ce cagibi. C'est noir pendant 5 ans. Je vois rien que du noir. Voilà. Dans ce cagibi, le seul moment où je vois peut-être un petit peu de lumière, c'est quand la porte s'ouvre et on me sort pour me changer. Il y avait une lampe jaunie, je sais qu'il y avait une assiette en aluminium, que je mangeais que des pommes de terre. Je sais que c'était mon fruit, ma viande, c'était ça mon plat. Mais c'est ça mon souvenir, c'est le placard. Avant 5 ans, j'étais mort.
j'étais mort. C'est un événement inespéré qui va éclaircir l'avenir de Mohamed. Nous sommes en 1965. Une jeune femme se présente chez sa nourrice, elle cherche à adopter un enfant. Et quand vient cette dame, elle vient avec une assistante sociale chez la nourrice. Et cette nourrice a 12 enfants. Elle me pouponne, elle me met mes habits, mais moi, je ne marche pas. Je sors de ce cagibi comme un enfant sauvage, je marche à quatre pattes. Dès que je sors, je vois une lumière éblouissante qui sort d'une fenêtre. Et je ne sais même pas ce que c'est une fenêtre. Alors je me dis, mais c'est quoi cette lumière? Et je vais en titubant, en rampant vers cette fenêtre. Et c'est comme ça que la dame, elle me suit, elle me dit « Qu'est-ce que tu regardes ?» Je fais avec ma main « Qu'est-ce que c'est ?» Mais elle me regarde, elle me dit « C'est le soleil. C'est quoi le soleil ?» Je suis à l'état sauvage. Mohamed passe de l'obscurité à la lumière, de la misère à l'opulence, car sa famille adoptive appartient à la bourgeoisie algérienne. 6 mois plus tard, sa vie bascule à nouveau. Toute la famille quitte l'Algérie pour s'installer en région parisienne. Mes parents, ils ont un café-théâtre à la rue Daguerre, à Montparnasse. Et ils reviennent tard le soir. Je suis livré à moi-même, oui. Et j'avais toujours peur, je fermais toujours la porte à clé, je dormais mal dans mon lit, j'avais peur que quelqu'un rentre par la fenêtre, alors qu'on était au 4e étage. Et je disais toujours à ma mère adoptive, mais quand est-ce que nous vivrons toujours ensemble? Elle me dit, tu verras, un jour ça s'arrangera, on vivra ensemble, on ne te quittera plus. Pendant 10 ans, Mohamed grandit à Paris. C'est un adolescent timide et solitaire. En 1974, nouveau coup de théâtre. Le cabaret de ses parents fait faillite. Sans argent, le couple décide de retourner vivre en Algérie. Mohamed a 14 ans. Pour lui, ce retour aux sources est une catastrophe. Mon père adoptif devient macho. Il ne voulait pas que sa femme travaille et tout ça. Ma mère adoptive est intellectuelle et voulait pousser ses études et faire ce qu'elle voulait faire. Et le couple se disloque et il y a eu le divorce. Mais le divorce a été prononcé, vraiment, ça a été une douleur pour nous tous, surtout pour moi, qui avait peur de perdre ma mère, parce que je me disais, ils vont divorcer, je vais me retrouver seul. Ils m'abandonnent. Et celui qui m'abandonne le premier, c'est elle. Elle à qui j'ai fait confiance. Elle que j'aimais, elle qui m'a donné confiance de vivre. C'est elle qui m'a trahi, puisque lui, au début, quand il est venu avec elle pour m'adopter à l'âge de 5 ans, il ne voulait pas de moi. Je sentais qu'il ne voulait pas de moi. Mais elle, j'avais confiance en elle. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'abandonnes? Tu sais d'où tu m'as ramené, tu sais où j'étais. Mais elle m'a dit, tu as 14 ans, il te reste encore 4 ans et tu deviendras majeur, tu feras ton armée, tu feras ta vie, comme moi j'ai fait ma vie. Mais je lui dis, alors pourquoi tu es venu me chercher? Pourquoi tu ne m'as pas laissé en l'état où j'étais? Elle me dit, tu vois l'orphelinat là-bas? Va, le directeur s'attend. Et c'était le retour à la case départ. Je suis arrivé à l'orphelinat et je me rappelle, on servait la soupe ce jour-là. Je suis rentré, on m'a donné une gamelle, on m'a donné un matelas, on m'a donné une couverture. Et j'ai mangé ma soupe. Non, le premier jour, je n'ai pas mangé ma soupe parce que si vous la tenez pas bien, la gamelle, elle est chaude. Si vous la tenez pas bien et elle tombe, vous ne mangerez pas, vous mangez le lendemain matin. Et ce jour-là, elle est tombée. Voilà. Je me rappelle de mon premier souper. Quand Mohamed est arrivé à l'orphelinat, il avait 14 ans. À l'époque, il était impatient, perturbé. Il ne voulait pas parler de sa mère adoptive. Je faisais beaucoup de fugues de l'orphelinat. Je saute le mur de l'orphelinat, la nuit, je sors. Et c'est là où je commence à apprendre, à faire des petits larcins, à côtoyer des petits voyous. Quand je l'emmenais à l'école, je sais que dans mon dos, il fuguait. Il traînait dans les rues. Il fréquentait des petits voyous.
Mohamed, c'était un bagarreur. Si on le cherchait, vous pouvez être sûr qu'on le trouvait. C'est comme ça que je commence à me forger une personnalité, mais un peu dans la violence. Je sentais que Mohamed souffrait. Il souffrait de cet abandon qu'il ne digérait pas. Du coup, il n'acceptait aucune règle. À l'orphelinat, Mohamed n'a qu'une idée en tête, retourner vivre avec sa mère adoptive. La nuit, parfois, il entre chez elle par effraction et se cache dans un placard pour être au plus près de celle qu'il aime. Mais cela ne suffit pas. Alors, Mohamed va aller encore plus loin pour attirer son attention. Je me suis dit un jour, tiens, elle a un collier, le seul bijou qu'elle a. Toujours, elle en parlait. Quand il y avait un mariage, il y avait une fête, il y avait une sortie, tout ça, elle le mettait. Et je me suis dit, tiens, je vais lui voler ce collier. Une dizaine de jours après, je la rencontre. Je lui dis, maman, si tu cherches le collier, il est chez moi. Je te rends le collier et tu me reprends. Elle m'a dit, non, il n'en est pas question. Je vais déposer plainte. Et c'est là qu'elle dépose plainte. Et je remets le collier à la police. Et je suis condamné pour cette affaire à 2 ans de prison. C'est un peu dur, là. C'est dur, la prison, parce que je suis à Berwaguia, qui était un centre de torture pendant la guerre d'Algérie. Je commence à me balafrer le corps. Ça commence en prison. Je me disais des fois, j'ai pas le droit de vivre. Pourquoi elle m'a abandonné? Pourquoi l'orphelinat? Pourquoi tout ça? C'est que je n'ai pas le droit de vivre. Cette dame, elle me hante. Elle me hante, elle est toujours dans mon cœur. Mais moi, je suis sûr que je ne suis pas dans son cœur. Elle m'a oublié comme si, bon, elle a eu un caniche et il est mort. Et c'est tout. Je sors de prison. Je sors en novembre 1982. Il neigeait ce jour-là. Et je suis allé à l'orphelinat. C'est là que je me suis dit, tu dois prendre ton dossier. Puisque tout le monde fait la sourde oreille, tout le monde te ment sur ta mère. Vas-y, va voir. Si elle est morte, fais ta vie. Dans son dossier, Mohamed découvre une information essentielle, le nom de sa mère biologique. S'il rêve de cette rencontre, elle lui fait aussi très peur. Alors, avant de faire face à sa mère, Mohamed veut s'acheter une conduite, se présenter comme un fils digne, comme un homme respectable. Je suis allé à l'assistante sociale, qui s'est occupée de moi, et je lui avais dit, je voudrais faire un stage. Elle me dit, allez, arrête. Toi, tu vas faire un stage? On te connaît, on connaît ton histoire, tu es l'enfant terrible. Et c'est pas possible que tu puisses... Non, sincèrement, j'ai envie de faire un stage. Mohamed était dans une situation précaire, comme tous les orphelins, je le disais. Il ne travaillait pas, il bricolait pour subvenir à ses besoins. Ce n'est qu'après qu'il a pu il a pu faire une formation. Il a fini par être aide-soignant dans un hôpital d'Alger. J'ai trouvé ma vocation. Je sors de la violence et je rentre dans l'amour, dans l'humanitaire, je me forge dans, comment ça s'appelle, je mûris, j'aime lire, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime surtout le pauvre, plus que le riche. À la fin de mon stage, quand j'avais récupéré mon diplôme, je rencontre ma femme, un coup d'œil, un premier regard, coup de foudre. Je lui dis, tu seras ma femme. Et c'est vrai, effectivement, une semaine après, je me retrouve avec mon costume, marié. Et c'est un Garn, c'est vraiment un nouveau Garn, une nouvelle vie. Si on me disait, voilà, il y a 1 kilo d'or juste là, vas-y, vole-le, c'est vraiment dans la poche. Je dis non, je touche pas à ça. J'ai changé. J'ai changé. Voilà. Nous sommes en 1985. Mohamed semble apaisé et serein. Pourtant, 2 ans plus tard, la naissance de son fils Adel va rompre cet équilibre. Mon fils, je le tenais pas dans mes bras. Je le donnais toujours à ma femme. Elle sentait qu'il me manquait quelque chose. Elle me dit, mais pourquoi tu es si triste? Tu es si triste. Je lui dis, mais non, je suis pas triste. Elle me dit, non, il te manque quelque chose. Je lui dis, oui, il me manque ma mère. Je voudrais tant qu'elle voie ce bébé. Qui, ta mère? Adoptif?
Non, ma mère biologique. Mais elle me dit, cherche ta mère. Tu n'es pas tombé du ciel. Et c'est le déclic. C'était ça. C'est ça, quelque chose qu'on attend. Mohamed voulait à tout prix retrouver la trace de sa mère. Il voulait à tout prix avoir un parent. Il a vécu chez des nourrices, dans des orphelinats, il a vécu dans la rue, il a couché sous les ponts, comme on dit. Et là, sa mère, il fallait absolument qu'il le retrouve. Il l'a cherchée un peu partout. Il savait que quelque part à Alger, elle devait être là. Et c'est là que je commence à faire mes recherches auprès d'un ami qui travaille dans la police et qui me dit écoute, Mohamed, ta mère sûrement doit avoir une carte d'identité, un passeport, t'as un extrait de naissance, t'as quelque chose de toi? Je lui dis oui. Et un beau jour, j'étais en train de travailler avec les enfants à l'hôpital et il m'appelle. Il m'appelle, il me dit, tu viens, on va manger un sandwich, ou on prend un café ou un truc comme ça. Et c'est là, il me dit, tu sais, pour ta mère, je lui dis oui, j'ai trouvé ta mère. Et je réponds pas, parce qu'il me sort un bout de papier blanc écrit, et il me donne le papier. Le papier, je l'ai, je lis et je ne le lis pas. Parce que je suis loin. Je me dis, le placard, tout ce qui m'est arrivé, toutes ces misères, mais bon Dieu, il y a de la justice. Et là, j'ouvre les yeux et je regarde. Je tiens un bout de papier dans ma main où il y a écrit le nom et le prénom de ma mère, et en plus, il y a l'adresse. C'est ça le plus important. Je vais à l'hôpital, tout confus en leur disant, excusez-moi, il faut que je parte, mais partir où? Où partir? Partir, le dire à ma femme, c'est elle le déclic. C'est à elle de le... Et quand j'arrive vers ma femme, je lui dis, regarde, j'ai trouvé ma mère. Je suis dans un état, mais vraiment, je suis bouleversé. Mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y, prends une voiture, envole-toi. Et on y va avec la 4L. On va à l'adresse indiquée. Quand on arrive, c'est une cité populaire. En arrivant, je demande à des jeunes, des vieux, et je leur dis, voilà, je cherche une dame qui s'appelle Garn Kera. Oui, vous lui voulez quoi? Je lui dis, ben, c'est ma mère. Ils me disent, ben, vous voyez le ravin, vous voyez en face, il y a un cimetière. Votre mère est dans le cimetière, là où il y a la lampe jaunie. Je me dis, mais elle est morte? Ils me disent, non, 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 elle n'est pas morte. Elle vit entre deux tombes dans le cimetière. Mais ils me disent, attention, n'y allez pas. On l'appelle la louve. Elle se met à crier, elle parle toute seule. Et je leur dis, ben, si ma mère, c'est la louve, moi, je suis son louveteau. Je me rappelle, c'était en hiver. Il n'y va pas seul, parce que c'était risqué le soir dans un cimetière. Il ne connaissait pas très bien les lieux. Donc il s'est fait accompagner par des voisins. Et tout le monde descend avec moi. On dévale toute la pente des tombeaux, sur la droite, sur la gauche, peints à la chaux blanche. Le monsieur appelle. Le monsieur du cimetière. Kera, Kera. On entend un silence. Le temps avait complètement changé. Kera, Kera, il y a un silence. Il y avait un monde, mais vraiment fou. Kera, Kera. Après, on entend « C'est qui ?» avec une voix « C'est qui ?» Il dit voilà, Kera, il y a un monsieur qui voudrait te parler. Lui, elle dit partez, sinon j'appelle la gendarmerie, la police, tout ça. Il insiste. Les voisins d'à côté commencent à lui crier Kera, ouvre la porte. Il dit que c'est ton fils, mais il faut ouvrir, il faut le croire. Pourquoi ce ne serait pas ton fils? Il dit j'ai pas de fils, moi. Mon fils est mort. Je n'ai pas de fils, pourquoi je vais ouvrir? Ils ont insisté. Je lui dis Yimma. Maman. Et après, j'entends un silence de, je crois, 5, 10 secondes, 20 secondes, je ne sais pas combien, mais un laps de temps.
Et elle redit « Partez, sinon j'appelle la gendarmerie. » Tu sais, je lui dis « Maman, tu veux appeler la gendarmerie, les hélicoptères, moi je suis venue, je suis ton fils, je veux te voir. » Elle sort, elle est grande, forte, habillée d'une tunique longue, et elle avait quelque chose derrière le dos. Elle regarde toute la foule, elle la regarde comme ça, mais en même temps, je sais qu'elle me regarde. Après, elle sort la hache. Et elle me dit, si tu es mon fils, ose mettre ta tête ici. Une hache à la main. Ose mettre ta tête ici. N'y va pas, le gardien dit, n'y va pas. Elle n'est pas dans son état normal, elle est malade, reviens demain. Mon ami qui m'accompagne me dit, rappelle-toi, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu vas gâcher toute une vie. Elle est dans son droit, demain, reviens. Et moi, j'avance, sans les entendre. Et elle est immobile, elle ne bouge pas. Le jour où Mohamed est arrivé, il faisait nuit et il pleuvait. J'avais peur que ce soit des voleurs. Les voisins m'ont dit de ne pas m'inquiéter, de le laisser entrer. J'avais une hache à la main. Je lui ai dit, viens, ose approcher. Et j'appose ma tête. On dirait un oreiller. J'ai jamais vu d'oreiller comme ça. J'ai mis ma tête sur son épaule et elle me hume comme une louve qui hume son louveteau. Il a mis sa tête sur mon épaule et j'ai senti que c'était mon fils. Et c'est là que les gens qui sont derrière moi commencent, les you-you, la veuve a retrouvé l'orphelin, et la pluie commence à tomber. Mais vraiment forte, tout le monde est mouillé. Et les you-you ne se sont pas arrêtés. Et on est rentré dans la grotte. Et quand on est rentré à l'intérieur, ils ont commencé à lui poser des questions. Ils ont dit, mais c'était à moi de poser des questions, c'était pas eux de poser des questions. Mais pourquoi tu nous as pas dit que tu es un fils, pourquoi? Et elle s'est tue, elle n'a pas voulu raconter. Et là, je repars. Je repars tout content. Ma femme qui m'attendait sur le lit, avec les bébés sur le lit. On est resté toute la nuit en train de parler. Et après, ma femme s'est endormie, les enfants se sont endormis. Et moi, toute la nuit, j'étais en train de rêver et de dire, mais comment je vais la rencontrer demain? Après cette première rencontre, Mohamed revient chaque jour au cimetière. Il veut nouer des liens solides avec cette mère biologique qui lui a tant manqué. Mais Keira reste méfiante. Si je vis dans ce cimetière, c'est à cause de la guerre et du destin. J'ai choisi d'habiter avec les morts, car les vivants m'ont fait du mal. Puis tout d'un coup, sans qu'il s'y attende, dès qu'il va voir sa mère avec un petit cadeau, des fleurs, une petite pâtisserie, un petit câlin, elle le rejetait. Il était malheureux. Il passait la nuit dans le cimetière à côté de la porte fermée. Le lendemain, le retrouvait, frissonnant de froid. Elle le regardait, elle l'invitait à rentrer. Parfois, d'autres fois, non. Quand Mohamed est arrivé, je ne pensais pas qu'il était mon fils. J'étais sous le choc, je ne m'y attendais pas. J'étais malade aussi. Des fois, je me disais que c'est lui. Des fois, je me disais que ce n'était pas lui. Et il repartait, le pauvre. Je le frappais. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à sentir que c'était mon fils. Au fil des visites, un début de complicité s'installe entre Mohamed et sa mère. Mais très vite, la question de ses origines refait surface. Maman, qui est mon père? La seule chose qu'elle m'a fait, elle a tendu son doigt vers le drapeau et elle m'a dit, voici ton père. Il y avait un cadre du martyr de la révolution algérienne. Je deviens fils d'un homme qui est mort pour la révolution algérienne. C'est quelque chose en Algérie. J'étais mariée à Ben Goucha. Dans la résistance, on l'appelait le commandant El Farta. C'est mon frère qui m'avait mariée à lui. J'avais 14 ans. C'était un accord familial. Le mari l'avait emmenée avec elle au maquis. Il avait 20 ans de plus qu'elle. Mohamed lui demandait de lui raconter comment il était, qu'est-ce qu'il faisait, sa bravoure, etc. Elle parlait de lui longuement en disant « Ton père, c'était un grand moudjahid. Il a combattu pour l'Algérie.
Il a donné sa vie. Mohamed est fier, fils d'un héros de la Révolution, il veut porter le nom de son père. Mais pour cela, il doit passer devant un tribunal et obtenir une reconnaissance officielle. Mais Keira, sa mère, voit les choses autrement. Elle ne voulait pas que je demande la reconnaissance, mais elle ne me le disait pas directement. Elle me disait, attends un peu, il faut qu'on se connaisse un peu, il faut que tu me connaisses, que je te connaisse. Il lui a dit, mais maman, il faut que j'ai un papier qui le certifie. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'affiliation. Il n'y a que ton nom qui est sur mon extrait de naissance. Le père, il y a un trait. Je le repoussais violemment. Il partait et il me disait « Au revoir, maman ». Et moi, je lui répondais « Maudit soit ton père ». À ce moment-là, je ne pouvais pas me douter qu'il y avait un secret, du moins un secret aussi important que celui qui a été divulgué par la suite. Je lui disais que devant Dieu, il était le fils du révolutionnaire. Et puis parfois, je lui disais qu'il n'était pas son fils. Il disait à quoi bon remuer le passé? Tu m'as moi, ton père est mort, Moudjahid, et puis c'est fini. Contre l'avis de sa mère, Mohamed entend faire reconnaître sa filiation. Il lance donc une procédure devant le tribunal d'Alger. Mais faute de preuves, le doute s'installe. Mohamed est-il le fils d'Abdelkader Ben Goucha? Le juge convoque alors la mère de Mohamed. Keira est la seule à connaître la vérité, à pouvoir confirmer que Mohamed est bien le fils d'un héros de la Révolution. Et ma mère se rétractait, à plusieurs fois se rétractait. Oui, c'est le fils de Ben Goucha Abdelkader. Non, c'est pas le fils de Ben Goucha Abdelkader. Et ça s'est passé pendant 4 ans. J'ai eu 4 ans de procès. Et le juge lui dit, vous allez dire la vérité, ou sinon je vais vous mettre en prison. Cet enfant est en train de chercher son père. Qui est son père? Si ce n'est pas Ben Goucha Abdelkader, qui est son père? Lui, il croyait qu'elle a dû faire une bêtise avec son cousin ou quelqu'un d'autre, mais ils avaient complètement oublié la guerre d'Algérie. Et chose extraordinaire, on voit là l'honnêteté et la bravoure de cette dame. En pleine juridiction, en plein procès, elle demande à prendre la parole au juge et elle avoue. Elle est tombée par terre, elle a commencé à pleurer, elle ne s'est pas arrêtée. J'étais le seul de tout le tribunal à me lever. Je lui ai dit, ne pleure pas, maman. Et elle m'a repoussé, elle a commencé à crier au juge. Elle lui a dit, vous faites ceux qui ne savent pas, monsieur le juge? Il lui a dit, qu'est-ce que nous ne savons pas? Vous savez ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie? On m'a violé, on m'a violé, on m'a violé. Mohamed est l'enfant issu d'un viol. Ma mère a été violée par des soldats français dans le camp de regroupement de Tmit el-Had pendant la guerre d'Algérie, lors de l'opération Chal, la dernière des opérations. Alain Ruscio, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire coloniale française. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Mohamed découvre que sa mère a été violée par des militaires dans ce camp. La question du viol pendant la guerre d'Algérie est encore taboue. Que sait-on de ces pratiques? Est-ce que c'était fréquent dans ces camps? Alors, je dirais oui, le viol était fréquent. Le viol était pratiqué d'une façon massive, pas généralisée, mais massive en tout cas, dans les zones de combat. Lorsqu'une troupe française arrivait dans un village, par exemple, et qu'il s'apercevait que les Algériens valides avaient quitté ce village, donc il y avait une sorte de mépris pour les populations qui étaient restées là. Et donc, eh bien, on a des exemples. C'était des représailles, en fait. C'était une forme de représailles. Ou une façon de contrôler la population. Une façon de contrôler, une façon d'humilier la population, parce que les services psychologiques français savaient très bien que la virginité, par exemple, ou tout simplement le fait de faire l'amour avec un autre homme que le mari était quelque chose qui, en Algérie, en particulier à l'époque, dans ces sociétés rurales, était particulièrement mal vécu. Donc il y avait une forme d'humiliation qui était indirectement une forme de contrôle. Je tiens à préciser qu'une armée, et beaucoup d'historiens l'ont précisé, une armée vaut par ses cadres.
Donc il y avait évidemment de nombreux cadres, des officiers de terrain, des lieutenants, des commandants, qui ont interdit ces pratiques. Et lorsque ces officiers l'ont interdit, ces pratiques, elles n'ont pas eu lieu. Mais la raison oblige à dire que ça n'a pas été le cas général et que le plus souvent, les officiers ont fermé les yeux devant ces pratiques. Ils savaient particulièrement bien ce qui se passait. Enfant du viol, Mohamed n'en a pas fini avec l'horreur. Il va maintenant apprendre de la bouche de sa mère biologique les circonstances monstrueuses dans lesquelles il a été conçu. Keira a toujours refusé de témoigner. Pour la première fois de sa vie, elle accepte de nous raconter sa terrible histoire. Pendant la guerre, nous étions dans la montagne. Ils voulaient nous capturer. Il y avait les avions, les chars. On était dans le maquis. Il y a eu une embuscade. Ma mère dévale la montagne. Quand ils dévalent tous de la montagne, les femmes, les vieux, les enfants, tout ça qui était dans les casemates, ils dévalent la montagne, chacun est éparpillé. Je m'étais cachée dans l'arbre et c'est un chien qui m'a trouvée. On nous a emmenés dans le camp d'internement. Certains sont morts pendant la capture, d'autres ont survécu, comme moi. Quand l'armée française a capturé Keira, qui n'avait que 15 ans, ils ont tout de suite compris qu'elle était la femme d'un révolutionnaire et donc ils l'avaient accusée de complicité. Et ils l'ont emmenée avec eux dans un centre d'internement pour la torturer, pour avoir des informations. En fait, c'était la recherche d'informations pour savoir qu'est-ce que c'était ce réseau, est-ce qu'il y avait des gens vivants. Où est Bengoucha? Où sont les armes? Où sont ça? Et comment? Et là, c'est là où on l'a fait monter sur une table et on commence à lui faire la torture. Ils m'ont torturée. Ils ont violé mon honneur. J'ai été frappée, ligotée, j'ai été humiliée. Dieu seul le sait. Pour mon pays, j'ai sacrifié ma vie, mon honneur, l'honneur de mon fils. C'était la gégène, c'était l'eau, c'était le savon, c'était le fouet, c'était tout le reste. Et elle a les certificats, comment elle a été torturée, l'électricité et tout. Et après, s'ensuivent le viol. Quand on est violé toute la journée, toute la nuit, par des militaires qui ont fini de faire leur tournée, ivres-morts, tout un régiment qui se la passe, je crois que c'est un crime qu'aucune personne ne pourrait souffrir dans sa chair. Elle se souvient très bien, elle se souvient des physiques des militaires, elle se souvient des tables qu'ils utilisaient, de ces longs cheveux qu'on tordait autour d'une chaise. Elle se souvient de tout. Mais à un certain moment, elle s'arrête de parler, elle est presque à une perte de conscience. La nuit, quand mes souvenirs remontent, je ne peux pas dormir. Celui qui n'a pas vécu les horreurs de la guerre ne peut pas comprendre. Pendant près de 11 mois, entre 1959 et 1960, Keira Garn reste prisonnière de l'armée française. Elle est âgée d'à peine 15 ans. Son quotidien est celui d'une esclave. À plusieurs reprises, elle est torturée et violée. Et puis un jour, elle dit qu'elle voit son ventre grossir, mais elle ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle a été mise dans une pièce obscure et qu'on lui donnait à peine à manger et qu'on l'a frappée. Surtout, elle se rappelle qu'on l'a frappée au ventre. Quand il voit ma mère enceinte, il la frappe avec des rondesses pour la faire avorter, afin de cacher le crime. Voilà. Les soldats me frappaient au ventre. Puis une femme militaire a eu pitié. Elle m'a sortie du camp, elle leur a dit qu'elle allait me soigner et qu'elle me ramènerait ensuite. Elle m'a emmenée à l'hôpital pour accoucher. Ma mère est amenée à l'hôpital et elle me met au monde. Ma mère fait des crises de démence, de psychiatrie,
et elle est dans un service qui s'occupe d'elle. Au bout de 6 mois, le 16 novembre 1960, nous sommes ramenés à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul d'Alger. Et là, quand on arrive à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, ma mère est envoyée chez des jeunes filles de 15-16 ans, puis, quelques jours après, est transférée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle donne des coups, elle n'est pas normale. Et voilà comment je me suis retrouvé chez la nourrice. Après, ils m'ont dit « ton fils est mort ». J'étais désespérée. Je pensais qu'il était mort. Quand j'étais seule, j'implorais Dieu dans mes prières pour qu'il m'envoie quelqu'un qui le fasse revivre. Je pense que cette femme est brisée, elle est marquée à vie. Il ne faut pas oublier qu'elle a vécu seule. Seule. Elle a été abusée par l'armée française, rejetée par les Algériens. Ils l'ont rejetée parce qu'elle a été souillée par l'armée française. En fait, il l'identifie à une souillure de l'armée française. Elle est victime de la guerre d'Algérie, du côté français et du côté algérien. C'est un véritable enfer qu'elle a vécu, cette femme. Pour Mohamed, le récit de Keira est insoutenable. La découverte du secret de ses origines le détruit psychologiquement. En 1991, il éprouve le besoin de changer de vie. Je pars, je deviens marin. Je veux échapper. Je veux échapper, je veux partir, ne plus voir ma mère, ma femme et mes enfants, parce que dès que je les vois, ça devient un choc. La cicatrice se réouvre. Je peux mettre l'arme à gauche. Je peux retomber dans la violence dont j'en suis sorti. J'ai pensé au suicide. Vous savez, Freud dit « La colère est un début de folie ». Et moi, j'étais en colère. Je me dis une chose. Je me dis, je ne suis plus le fils du martyr. Mon pays me dit « Tu es le fils du soldat français ». Bon, d'accord, je ne fais que suivre la voie. Je suis fils de Français. Eh bien alors, je vais en France, je vais me battre. Cette vie entre terre et mer durera plusieurs années, jusqu'au jour où, pour laver son honneur et celui de sa mère, Mohamed décide d'intenter un procès à l'État français. Pour mener à bien ce nouveau combat, en 1999, il s'installe en France. Maître Jean-Yves Halimi devient son conseil. J'étais à mon cabinet très tard le soir, et on a sonné à la porte, j'étais tout seul, j'ai ouvert. J'ai senti un homme qui était troublé, qui pouvait être en danger. Alors il m'a demandé de le défendre. Et il m'a fait le récit de sa vie par bribes, et notamment ce qui m'a à l'époque beaucoup frappé et ému, c'est qu'il me décrivait ses nuits d'errance à Paris, sans but, et qui se terminait invariablement par des mutilations. Il s'ouvrait les veines et il me disait « Seule la vue de mon sang m'apaise ». Et effectivement, il finissait dans les services d'urgence des hôpitaux psychiatriques. Donc ça m'a vraiment glacé le sang. Il avait une formule qui traduit bien ce à quoi il aspirait. Il disait « Je suis français par le crime et je veux que la France le reconnaisse ». Se jouait là pour lui comme une question de vie ou de mort. J'ai senti qu'il fallait ça pour qu'il puisse survivre. Il fallait cette reconnaissance. Mais un obstacle va empêcher Mohamed d'obtenir gain de cause. Une amnistie, celle prononcée le 31 juillet 1968 par le général de Gaulle. Un texte qui absout l'armée française pour l'ensemble des crimes commis pendant la guerre d'Algérie. L'armée française bénéficie d'une sorte de privilège d'immunité. On ne pourra jamais rechercher les responsables des exactions qu'elle a pu commettre et donc on ne pourra jamais donner le statut de victime à ceux à qui elle a pu nuire. Il y a eu des fautes et dans toute guerre, il y a des fautes. Je demande
une reconnaissance en tant que victime de guerre. C'est ça que je veux, moi. Je veux une reconnaissance. Et c'est pour ça que je dis français par le crime. Je suis le premier à avoir fait une brèche dans le béton de l'amnistie du général de Gaulle. Mohamed Gard est à ce jour la seule victime reconnue par les juridictions françaises des exactions commises par les militaires en Algérie. J'ai gagné le procès de 2001. On m'a donné une petite pension qui est à ce jour de 400 € et une carte de métro, le droit de me soigner sur le plan psychiatrique et de me taire, de rester tranquille et gentil. On reconnaît qu'il est victime de troubles psychologiques en temps de guerre. Voilà ce qui a été reconnu. Et c'est très insuffisant. Jusqu'à présent, la France n'a pas reconnu directement que Mohamed est le fruit d'un viol de militaires sur sa mère. Aujourd'hui, Alain Ruscio, Mohamed éprouve toujours les mêmes difficultés, 50 ans après la guerre d'Algérie, à faire reconnaître son statut à cause des fameuses lois d'amnistie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces lois? La première chose que je veux vous dire, c'est que la guerre d'Algérie a été un traumatisme profond pour la société française. La société française s'est profondément déchirée en clans, en factions, autour de valeurs fondamentales et autour donc des faits liés à la guerre d'Algérie. Je pense que dans l'esprit du général de Gaulle, il s'agissait de fermer une parenthèse. Je vous rappelle quand même que la stratégie essentielle du général de Gaulle, c'était de se débarrasser de ce qui était devenu à ses yeux un fardeau, le fardeau de la guerre d'Algérie, pour que la France puisse assumer pleinement son rôle international et en particulier prenne une place prépondérante en Europe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'était une façon d'absoudre les crimes qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie? C'était une façon de les absoudre, de ne plus avoir le droit d'en parler d'une façon précise. On peut en parler d'une façon générale. Si je vous dis aujourd'hui à la télévision française que M. Machin a torturé le 31 octobre 1956 à tel endroit, je suis passible des tribunaux parce que ce sont des faits qui sont amnistiés. D'où la difficulté pour Mohamed de pouvoir faire reconnaître son statut et de savoir réellement ce qui s'est passé. Oui, c'est un drame humain en même temps qu'une impasse juridique, mais je crois qu'il a gagné son principal combat maintenant. Même si humainement, évidemment, il voudrait savoir qui est son père, mais son père étant... Son combat, selon vous? Son combat, c'est d'avoir fait reconnaître effectivement qu'il était une victime de la guerre d'Algérie et d'être le premier Algérien à avoir ce statut qui est quand même... alors, est-ce que ça fera jurisprudence? Un juriste pourrait vous le dire. Et vous pensez qu'il a une chance de le gagner? Oui, je le lui souhaite en tout cas. Après tant d'années de souffrance, Mohamed et sa mère ont enfin réussi à surmonter le terrible secret qui les séparait. Au fil des années, leurs relations se sont apaisées. Mohamed rend aujourd'hui régulièrement visite à sa mère en Algérie. Mais son combat continue. Mohamed a même rédigé un livre sur son histoire. Il n'est toujours pas reconnu comme la victime d'un crime contre l'humanité. Une nouvelle procédure pour faire reconnaître ce statut est en cours. Verdict dans quelques mois. Voici l'histoire étonnante de Dominique, Martine et Marie-Reine. Une histoire qui n'aurait jamais existé sans un formidable coup de pouce du destin. Une histoire qui s'inscrit dans notre société moderne, puisque c'est grâce à Internet que ce secret de famille vieux de 50 ans a pu être révélé. Ce soir, Dominique, Martine et Marie-Reine nous racontent leur surprenante aventure. Et je sentais une espèce de colère. Il y avait une colère qui montait. Comment ça pouvait être possible? Comment elle avait pu nous cacher ça? J'étais comme un arbre déraciné. Et pour moi, il y avait quelque chose qui avait changé, qui resterait là. C'était comme un secret. Martine et Dominique sont jumelles. Elles sont nées sous X le 11 août 1960 à Toulouse. Elles ont été adoptées à l'âge d'1 an et demi par un couple aimant.
Dès leur plus jeune âge, Dominique et Martine se posent des questions. Si elles n'ignorent rien de leur adoption, elles s'interrogent sur l'identité de leurs parents biologiques. Une quête qui ne va plus les quitter. J'ai grandi dans une famille qui était assez stricte, avec un papa qui était très affectueux, très attentif, qui avait le souci de donner une bonne éducation, et une maman qui était assez sévère, hein, pas très démonstrative. Ma mère, elle avait un caractère assez ferme parce que c'était une femme, une fille de général, donc c'était des caractères assez solides, des caractères assez affirmés. Donc il fallait les obéir, dès qu'elle élevait la voix, tout le monde se taisait. Mes parents nous ont toujours dit qu'on était des enfants adoptés. Ils nous l'ont dit, on n'a pas un souvenir d'une période précise où nous l'ont annoncé parce qu'ils l'ont toujours dit. Du fait que ça soit répété souvent, je prenais ça comme un reproche parce que je n'avais pas l'impression de réussir totalement ce que ma mère attendait de moi. J'ai toujours eu l'impression que ma mère nous cachait des choses parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « je ne vous cache rien » et vous donner un minimum d'informations. Et des informations tirées vraiment avec beaucoup de patience. « Mais maman, dis-nous vraiment d'où l'on vient, on a besoin de savoir. Si tu sais quelque chose, dis-nous-le, c'est important pour nous. » De temps en temps, j'avais envie d'en savoir plus. Je me posais la question, j'étais un enfant assez rêveuse, donc je me demandais comment était mon père, comment était ma mère, est-ce qu'ils nous ressemblaient. Et c'est vrai, je me posais la question. Elle nous disait, oui, vous êtes peut-être d'une mère qui a une mauvaise vie, elle était peut-être une voleuse, elle était peut-être... ça voulait absolument rien dire pour nous, être d'une mauvaise vie. Ces réponses ambiguës font naître chez Dominique et Martine une certitude. Leurs origines cachent un secret. Un secret avec lequel les deux sœurs vont devoir grandir sans obtenir de réponse. Le temps passe. En 1982, Dominique a 22 ans. Elle épouse Freddy et tombe enceinte. Les premiers temps, la grossesse, c'était facile. On était heureux, on attendait notre bébé, on ne se posait pas de questions. Il allait ressembler, il allait avoir un peu des deux parents, un peu peut-être de lui, un peu peut-être de moi. Et puis petit à petit, je me suis dit, il va aussi peut-être avoir un peu de ses grands-parents, mais ça ne sera pas mes parents adoptifs, ça sera une personne inconnue. Plus son ventre s'arrondissait, et plus elle se posait des questions sur ses origines, en se demandant, mais à quoi mon enfant va ressembler? Il va avoir des gènes que je ne connais pas. Cet enfant peut avoir des problèmes de maladie, peut sortir avec des apparences qui ne seront pas du tout les nôtres. Et je ne connais pas du tout les antécédents familiaux. On risque d'avoir des soucis, on risque d'avoir un enfant qui ne nous ressemble pas. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que j'aurais dû être moins insouciante et rechercher un petit peu plus ce qu'aurait pu être ma famille avant d'avoir un enfant, sans savoir réellement à qui il va ressembler. Dominique n'est pas la seule à s'interroger sur le secret qui règne dans sa famille. Martine, sa sœur jumelle, est elle aussi très perturbée. Un jour, ma mère a reçu un coup de fil de ma cousine. Elle lui dit, voilà, on a voulu monter un arbre généalogique et on voudrait savoir si on met tes enfants sur l'arbre généalogique. Ma mère, elle dit, mais non, on ne met pas Martine, Dominique sur l'arbre généalogique. J'étais atterrée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais pourquoi on n'a pas le droit d'y être? Parce que vous êtes des enfants adoptés, c'est pas de sang. Et alors là, là j'étais comme un arbre déraciné. La réaction de ma mère, elle m'a beaucoup déçue. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle dise non. Et pour moi, il y avait quelque chose qui avait changé, qui resterait là. Je ne m'attendais pas à ça. Plus tard, j'ai attendu un petit peu le moment et je lui ai posé la question qu'est-ce que tu sais réellement de mes parents? Parce que je veux savoir qui c'est mes parents d'origine, puisque de toute façon, on n'est pas sur un arbre généalogique. Je savais que ma mère, elle en savait peut-être plus qu'elle en disait. Je le sentais parce que quand je lui parlais, elle m'était fait à notre discussion en allant autre part, en disant qu'elle était occupée à autre part.
Quand elle fait comme ça, on peut plus lui poser des questions. C'est fini, c'est fermé. La mère adoptive de Dominique et Martine refuse catégoriquement de leur donner des informations sur leurs parents biologiques. Les jumelles sont donc condamnées à vivre dans l'ignorance de leurs origines. Mais en 2010, une coïncidence étonnante va bouleverser leur existence. La fille de Dominique, Marie, va faire une découverte impensable. Je pense que ça, c'est une des journées marquantes qu'on se rappelle toute sa vie. C'était l'hiver. J'étais toute seule chez moi, je m'ennuyais un peu. Et j'ai été interpellée par ce qui se passait à la télé, parce que ça parlait des adoptions. Et en fait, il y avait une femme qui expliquait qu'elle avait retrouvé son frère. Et je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête ce soir-là. Je me suis dit, tiens, est-ce que leur mère biologique les cherche ? Je suis allée sur Internet. Je me suis dit, je vais taper quelques informations qui sont significatives et on va voir ce qu'il en ressort. Donc j'ai tapé jumelles, nées sous X, août 1960. Et là, je vois un message d'une femme qui explique sur ce forum, qui était un forum spécialisé dans l'adoption et dans les personnes qui sont nées sous X ou abandonnées. Voilà, je cherche mes sœurs depuis des années. Elles s'appellent Dominique et Martine. Ce sont des jumelles qui sont nées sous X le 11 août 1960 à Toulouse, dans l'hôpital précisément. Et là, je me dis, waouh, c'est ma mère, c'est ma tante. Elles ont une sœur, mais c'est qui ? Qui est cette sœur ? Qui c'est ? Et là, la chose qui se passe, c'est physiquement quelque chose que j'ai jamais connu. Je me suis mise à trembler de tout mon corps. Vraiment, je tremblais de partout, sans pouvoir m'arrêter. Je me suis dit, il faut que je le dise à quelqu'un, mais pas à ma mère. Parce que j'ai eu peur que ce soit une blague. J'appelle mon père tout de suite, je lui dis, papa, il m'arrive un truc de fou. Je crois que j'ai trouvé la sœur de maman et de Martine. Sur le moment, ça m'a étonné, mais je me suis dit qu'après tout, c'était quelque chose de tout à fait possible. Puisque Dominique et Martine étaient nées sous X. Si quelqu'un a retrouvé leur mère et est trouvé quelque part dans un dossier qu'elle avait des sœurs jumelles, c'est possible que ce soit arrivé. J'ai dit, écoute, réponds à ce message. Cette dame, il faut la contacter. Je lui ai dit, vous parlez de ma mère et de ma tante, qui êtes-vous ? Un peu comme ça, de but en blanc, sans y mettre vraiment les formes, mais il fallait que je sache qui c'était. L'auteur de ces quelques lignes s'appelle Marie-Reine. C'est aussi une enfant abandonnée. Marie-Reine habite du côté de Toulouse. C'est elle qui, 7 ans plus tôt, en 2003, a posté le message sur Internet. Elle y explique qu'elle recherche ses 2 sœurs, des jumelles prénommées Dominique et Martine. C'était le 7 janvier. J'avais un mail d'une fille qui s'appelait Marie et qui me disait « Vous parlez de ma mère et de ma tante, mais qui êtes-vous » Alors là, le ciel me tombe sur la tête, tous les sentiments me tombent dessus d'un coup. Impatiente, folle de joie, mais en même temps j'ai une grande peur, c'est que la personne soit un plaisantin, soit ne me réponde plus, voilà, que ça s'arrête là, qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y ait plus rien après. Peut-être maximum une demi-heure après, j'avais déjà une réponse. Pour Marie-Reine, la surprise est totale. Son message, jeté comme une bouteille à la mer 7 ans plus tôt, vient d'atteindre son but. Pour comprendre ce qui s'est passé 7 ans plus tôt, écoutons à présent son récit. Après ma naissance, mes parents m'ont dit que ma mère biologique avait eu 2 autres filles qui étaient jumelles entre elles. Et j'ai l'impression de l'avoir toujours su aussi. Je ne sais pas à quel moment ils ont pu me le dire, mais j'ai l'impression d'avoir toujours su. Et donc j'ai vécu pendant des années, l'enfance, tout ça, on y pense quoi. Style à l'école,
comme j'étais fille unique par la force des choses, hein, une fois je m'étais disputée avec une fille, elle me disait « Ah mais c'est normal que tu aies ça le caractère, les filles uniques elles ont ça le caractère ». Et je me rappelle que j'avais dit « Ben non, justement j'ai 2 sœurs, je ne les connais pas mais j'ai 2 sœurs ». Voilà, bon, on vit avec la pensée de ces sœurs, mais on ne les connaît pas, voilà. N'empêche qu'elles sont quand même là dans l'esprit. Parfois dans la rue, s'il m'arrivait de croiser une personne qui avait le même nez que moi, de suite je pensais tout le temps la même chose, c'était « Ah, avec un nez pareil, c'est peut-être ta sœur ». C'était principalement au détail physique parce que voilà, il y a aussi la curiosité du physique, de savoir à qui on ressemble, à qui on peut ressembler, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble. Depuis sa naissance, on ne peut pas dire qu'elle ait eu de la chance. La chance, elle l'a peut-être maintenant, puisque à 9 ans, c'est maman qui s'en va. Après, se retrouve seule avec son papa. Ça n'a pas été facile, même s'il était très gentil avec elle. Il n'y avait pas de souci qu'il l'éduquait bien, qu'il l'élevait bien. Ça n'a pas toujours été facile. Donc, elle a appris à se débrouiller en adulte, moi je dis, depuis toute jeune. Au décès de mon père, c'était le vide absolu, quoi. À part que j'avais Jacqueline, que j'avais mes enfants, mais après, évidemment, il n'y a plus personne, quoi. En septembre 1988, à la disparition de son père adoptif, Marie-Reine se retrouve seule. Pendant plus de 10 ans, ses recherches sont vaines. Puis en 2001, un événement inattendu va bouleverser sa vie. Les pouvoirs publics modifient les modalités de consultation des dossiers d'adoption. Désormais, tout enfant adopté peut consulter son dossier. Quelques semaines plus tard, Marie-Reine se rend dans les bureaux de la DAS. Je me suis rendue à ce rendez-vous. Je pense que j'étais plus que tremblante, très impressionnée. À la lecture du dossier, j'ai découvert que ça confirmait ce que m'avaient dit mes parents, ce que m'avait dit Jacqueline, des souvenirs qu'elle avait, que j'avais bien 2 sœurs. J'ai appris qu'elles étaient nées sous X. Moi, elle m'a abandonnée, c'est son choix. Elle ne pouvait pas faire autrement, ok. Mais encore, elle m'a donné une identité, un prénom. J'ai eu une identité. Mettre au monde des enfants sous X, c'est comme aller poser un paquet quelque part dans un coin, quoi. C'est empêcher l'enfant qu'on vient de mettre au monde de pouvoir avoir son histoire. Dans le dossier de la DAS, il y a une petite enquête qui est faite avant mon adoption. Et donc, ils posent des questions et ils mettent la mère semble-t-elle s'intéresser à l'enfant, donc c'est non. Semble-t-elle se préoccuper de l'enfant, non. Rend-elle visite à son enfant rarement. Ses parents sont-ils au courant de la situation? Non plus. En fait, voilà quoi. Officiellement, j'étais même pas née presque. Hein. Philippe Grimert, vous êtes psychanalyste, vous êtes l'auteur d'un livre à succès, Un secret, qui a également été adapté au cinéma par Claude Miller. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions. Marie-Reine apprend que sa mère ne s'est jamais souciée d'elle en lisant son dossier. Est-ce que c'était vraiment utile qu'elle ait cette information? Alors ça, c'est la grande question que se posent tous les enfants adoptés. Faut-il que j'aille ou non chercher la vérité sur mes parents? La vérité, quand on va la chercher, on prend un risque. Et je crois que c'est ça qu'il faut mesurer quand on est un enfant adopté, et c'est ce qui s'est passé pour les 3 sœurs d'une certaine façon. On va à la recherche de quelque chose qui peut-être sera douloureux. Faut-il garder l'image d'une mère qui a été obligée de vous abandonner parce que les circonstances, parce qu'on l'a forcée alors qu'elle vous aimait tant, ou bien faut-il affronter l'idée, et c'est ce qui s'est passé en effet pour Marie-Reine, que c'est une mère qui n'a pas souhaité du tout s'occuper de vous. On a besoin d'être dans ces fantasmes-là quand on recherche en fait, ou quand on est en quête de son identité? Quand on est en quête de son identité, il faut choisir soit de s'en tenir à la version que l'on a imaginée, qui peut vous aider parfaitement à vivre, en sachant que c'est une version un peu romancée de ses origines, soit on va à la recherche de la vérité avec le risque, en effet, de trouver quelque chose de blessant. En même temps, j'allais dire, ce qui se passe pour Marie-Reine quand elle découvre sur le dossier tous ces non, 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 cette mère s'est-elle occupée de son enfant, s'est-elle souciée de son enfant, non, non, non. Évidemment, on peut juger que c'est extrêmement douloureux. D'ailleurs, elle dit des choses fortes là-dessus, l'impression de ne pas être née, enfin quelque chose. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un bon moyen pour faire une croix sur cette histoire et passer à autre chose? Non, je n'ai pas une mère quelque part qui me recherche, qui pleure, qui pense à moi tous les jours. Ça peut aussi aider à tourner la page, aussi douloureux que ça puisse paraître.
La vérité est difficile à admettre, mais Marie-Reine ne se laisse pas abattre. Dans son dossier figure un élément qui va peut-être lui permettre de retrouver ses origines et de nouer le contact avec ses sœurs jumelles. Cet indice, c'est le nom du village où a vécu sa mère biologique, tout près de Castres, dans le Tarn. Quelques mois plus tard, Marie-Reine et sa fille sont en vacances dans la région. On est parti en balade, mais sans savoir ce que me réservait la journée, ce qui allait se passer, ce qui allait m'arriver. Au départ, on est parti découvrir le coin. On a atterri dans un mini hameau avec 3-4 maisons, une mini place. J'étais passager et à ma droite, pendant que ma fille faisait demi-tour, il y avait une boîte aux lettres et je vois le même nom de famille que moi. Et donc, surprise totale et stupéfaction, je dis à ma fille, regarde. Et donc, on a regardé la maison qui était là et on a vu quelqu'un derrière un rideau, derrière un carreau, on a vu qu'il y avait quelqu'un. Et ma fille me dit, vas-y, va demander. Et je dis, non, j'y vais pas. Elle me dit, moi, j'y vais. Et je pense que je la remercie. Et ma fille lui a dit, prise de court, je pense un peu, elle lui a dit, ben voilà, ma mère, quand elle est née, elle s'appelait Régine. Et la dame, elle avait un seau à la main, elle a lâché son seau, du moins le souvenir que j'en ai, parce qu'à ce moment-là, quand même, c'est fort. Et elle a appelé sa fille qui était apparemment pas très loin, elle lui a dit, viens voir qui est là. Et à ce moment-là, j'ai vu le nez de la personne et je me suis dit, elle a le même nez que moi. Et donc je me disais, ah mais pas de souci, j'ai bien un air de famille avec quelqu'un, j'ai le nez de quelqu'un. Je pense qu'à ce moment-là, il y a un grand stress de ce qu'on va découvrir, quoi. À 43 ans, pour la première fois de sa vie, Marie-Reine se retrouve face à l'un des membres de sa famille biologique. La vieille dame qui lui fait face est la sœur de sa mère. C'est donc la tante de Marie-Reine. Et elle a commencé à me dire, ah, mais j'étais au courant, je savais que tu étais née, je suis venue te voir à la maternité, mais ta mère, elle n'aurait pas pu revenir avec un enfant à la maison, parce que voilà, notre père l'aurait tué, même si peut-être le mot est fort, mais bon, voilà ce qu'elle me dit. Ma tante m'a dit qu'elle ne m'a pas reconnue à la naissance. Et au bout de quelques mois, elle est obligée de me reconnaître pour pouvoir percevoir une aide. Donc elle me reconnaît par force. Donc sur mes papiers figure son nom. Et elle a une aide, elle continue à payer la nourrice quelques mois et puis après elle cesse de payer. Et donc la nourrice se plaint de ne pas être payée, l'hiver approche et elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour rentrer le charbon et que si elle n'est pas payée, elle ne veut plus me garder. Donc je pense que ça a été vite vu, quoi. Plus personne pour payer. Donc voilà, ma mère biologique accepte de me confier à l'adoption et elle signe l'acte d'abandon. Sur le pas de la porte, la conversation se poursuit entre Marie-Reine et sa tante, et les révélations se font plus précises. Ma tante, elle m'a dit, ah, quand je vais dire ça à ta mère, alors j'ai dit non, je ne suis pas venue pour ça, ne lui parlez même pas de ma visite, je ne veux pas faire d'histoire ni rien, voilà. Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'en parler à sa sœur. Elle m'a rappelé très rapidement en me disant, oui, tu sais, ta mère, elle est malade du cœur, nanana. Voilà, en me brossant un portrait de quoi pleurnicher. Donc pour pas qu'elle ait qu'une peur, c'est que tu reviennes dans sa vie, il ne faut pas la brusquer, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et j'ai dit, mais c'est pas mon intention. Donc voilà, apparemment, elle avait repris ses calmants, tellement elle était choquée, de peur que je revienne dans sa vie. J'ai dit, vous pouvez lui dire qu'elle arrête ses calmants, j'ai pas l'intention de lui créer des ennuis, c'est pas mon but. Voilà, j'ai dit, moi, je voudrais retrouver mes sœurs, mais voilà, j'irai pas lui faire d'histoire. Si Marie-Reine découvre que sa mère biologique est toujours en vie, elle comprend très vite qu'elle n'obtiendra aucune aide de sa part pour retrouver ses deux sœurs. Pire encore, sa mère refuse de la rencontrer car elle a refait sa vie. Marie-Reine est donc dans une impasse.
Elle se tourne alors une nouvelle fois vers la DAS. Après avoir rencontré ma tante et sa famille, j'ai décidé donc de rechercher mes sœurs. La DAS m'a dit que ce que je pouvais faire, c'était leur faire un courrier qui serait mis dans leur dossier. On m'a dit que si jamais elles avaient déjà consulté leur dossier, on les informerait qu'il y avait un élément supplémentaire et que si elles ne l'avaient jamais fait, elles trouveraient le courrier si un jour elles consultaient leur dossier. Donc ce que j'ai fait, j'ai espéré dans les mois qui suivaient que peut-être il y aurait quelque chose, qu'elles auraient vu leur dossier, qu'on les aurait informées, mais bon, non, rien n'est venu. Quelque temps plus tard, par le biais d'Internet, Marie-Reine décide de laisser des messages sur des forums consacrés à l'adoption. Et 7 ans plus tard, le 7 janvier 2010, le miracle se produit. Marie, la fille aînée de Dominique, a lu le message de Marie-Reine. Tout coïncide, la date, le lieu de naissance et même les prénoms. Elle fait immédiatement le rapprochement. Marie en est certaine, la personne qui a laissé le message recherche sa mère et sa tante. J'ai cherché par tous les moyens à vérifier que c'était pas une personne mal intentionnée. Donc j'avais quelques connaissances qui m'ont confirmé que non, c'était une personne qui avait pas de problème, qui était bien, quoi. Dans un des emails que Marie-Reine m'a envoyé, elle m'a quand même dit si tu décides de ne jamais en parler à ta mère et à ta tante, je le respecterai. Moi, la seule chose que je veux, c'est savoir qu'elles vont bien et qu'elles ont une belle vie. Et ça aussi, je pense que ça m'a un peu poussée à me dire bon, allez, maintenant, faut que j'en parle. Faut que j'en parle à ma mère, faut que je lui dise. Et pour qu'elle puisse choisir, elle aussi, de savoir ce qu'elle fait de cette information-là. Un soir, Marie me téléphone. Elle me dit voilà, je me suis bien renseigné. Tu peux dire à maman qu'elle a une grande sœur. J'ai pas attendu le lendemain, de suite j'ai dit viens t'asseoir à côté de moi, j'étais sur le canapé, et elle s'est assise à côté de moi, j'ai dit voilà, elle était un peu surprise par le ton solennel de ma voix, c'est pas habituel chez moi. Jamais il m'a dit assieds-toi, je vais te dire quelque chose d'important. Je sentais que dans sa voix que c'était quelque chose de grave, mais j'arrivais pas du tout à déterminer ce dont il allait me parler. J'ai dit dépêche-toi, dis-moi ce que tu as à me dire, parce que là vraiment tu commences à m'inquiéter. Je commence à me poser des questions. Je lui ai dit, voilà, tu as une sœur. Mais bien sûr que je sais que j'ai une sœur. Je le sais que j'ai une sœur. J'ai une sœur jumelle. Je le sais. Je me suis dit autant de suspense pour me dire que j'ai une sœur, mais je le sais que j'ai une sœur. Je dis non, mais une autre, une grande sœur. Une sœur aînée? Mais non, mais c'est pas possible. J'ai pas de sœur aînée. Personne ne m'a jamais parlé que j'avais une sœur aînée. Ah, c'était un énorme choc. C'était un énorme choc de savoir que j'ai une sœur aînée. Je me demande comment ça peut être possible, je me pose beaucoup de questions. Après, je lui dis, mais de toute façon, elle va t'appeler, le téléphone va sonner, c'est elle qui va t'appeler et vous pourrez discuter ensemble. Puis le téléphone sonne et j'entends une voix avec un accent toulousain. Donc déjà, cet accent, ça me rapproche de ma naissance, de ma ville d'origine. Je me laisse bercer par cette voix. Et voilà, c'est extrêmement d'émotion parce qu'on a une voix, enfin voilà, mais une voix sur une personne. Et puis voilà, quoi, après on se dit, ah ouais, elle a une voix douce. Et puis il y a quand même un peu de gêne parce qu'on ne sait pas comment aborder la personne. Il y a en même temps un peu de retenue. Voilà, parce qu'on ne peut pas brusquer la personne, surtout que pour moi, c'était pas un choc, mais pour elle, je me mets à sa place, quoi. Découvrir là, plaf, qu'elle a une sœur alors qu'elle n'en a jamais entendu parler, voilà, il y a la crainte de ne pas être pris au sérieux, il y a plein de sentiments, voilà. En tout cas, j'étais super heureuse. Et elle me dit qu'il y a longtemps qu'elle espérait m'avoir au téléphone, qu'elle me recherche depuis plus de 7 ans. Je me dis, mais c'est long, 7 ans. Et alors, elle me pose une question, elle me dit quelque chose qui vraiment paraît dérisoire par rapport à toutes ces années de recherche. Elle me dit, surtout ce que je voulais savoir, c'est si vous alliez bien. On demande à n'importe qui dans la rue que l'on rencontre, qu'on n'a pas pu depuis des années, est-ce que tu vas bien? Et je me dis, c'est dérisoire par rapport à toute son attente. Et puis alors, elle me pose des questions amusantes. Elle me dit, est-ce que
tu as un nez crochu. C'était très comique. Est-ce que j'ai un nez crochu? Ça c'est sûr, j'ai jamais eu un nez crochu, j'ai un petit nez. Et elle me dit, parce que moi j'ai un nez crochu, et toute ma vie j'ai recherché, je croisais des gens dans la rue, je me disais, tiens, si cette personne a un nez crochu, peut-être que c'est ma sœur. Je pense que quand j'ai raccroché, je me souvenais plus de ce qu'on venait de se dire, tellement il y a d'émotions, tellement il y a de joie, de surprise, voilà, il y a tellement de sentiments d'un coup que je pense que je savais plus ce que j'avais dit ou pas dit. Et je me dis que pour elle, c'est peut-être la même chose. L'appel de Marie-Reine provoque chez Dominique une émotion intense. C'est aussi un soulagement. L'existence de cette sœur cachée la débarrasse d'un poids énorme. Un poids qui pèse sur ses épaules depuis son enfance. On a une grande sœur, c'est quand même important. Surtout que pour moi, ça a été un poids énorme d'être la grande sœur. Et j'ai été considérée par mes parents, malgré le fait que j'étais née simplement 1 heure avant ma sœur, comme quelqu'un de très important, une grande sœur. Et c'est un rôle qui ne me plaisait pas du tout. Tout assumer, être à l'écoute de tout le monde, pouvoir encaisser, parce qu'on est la grande sœur, c'était un rôle très très difficile. Et tout d'un coup, je découvrais que j'avais une grande sœur, que ce rôle, je l'avais encaissé parce que pour quelques heures et d'une façon injuste. Et je me disais, peut-être elle va prendre le relais, peut-être que c'est elle à qui je pourrais faire des confidences, à qui je pourrais demander conseil. Ma vie, évidemment, allait changer après cette découverte. On la sentait soulagée qu'on lui ait pris ce rôle de grande sœur dont elle n'avait jamais voulu. C'est un peu comme si toute sa vie, elle avait voulu avoir une sœur aînée, comme ça, et que ça lui arrive comme ça, du jour au lendemain, tombé du ciel. Un cadeau. Après ce premier contact téléphonique, Marie-Reine et Dominique n'ont plus qu'une hâte, se rencontrer. Nous sommes le 7 février 2010. Marie-Reine se rend chez Dominique, dans l'Aveyron. Alors elle arrive avec sa voiture, un peu cahotante, avec ses 2 filles, très exubérantes, pleines de vie. La première sensation, ça a été, elle me ressemble pas tant que ça. Quand je suis arrivée, elle attendait au balcon. Elle m'a plu en tant que petite sœur. Quand elle arrive, j'ai le cœur qui bat très très fort. Et je suis même intimidée. Je suis très stressée, mais elle a l'air très intimidée elle aussi, et elle reste dans son coin. Oui, j'ai été émue quand je l'ai vue, parce que c'est enfin mettre un visage sur quelque chose qui a été de l'inconnu pendant une 50aine d'années, quoi. D'un coup, elle s'est mise à pleurer. D'un coup, elle s'est mise à pleurer parce que l'émotion était trop intense. Je n'ai pas été assez rassurante avec elle, sûrement, et j'ai peut-être pas été suffisamment affectueuse. J'aurais voulu la prendre dans mes bras, j'ai essayé de lui prendre les mains, j'ai essayé de lui parler, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, excuse-moi, elle me dit je pleure, mais excuse-moi, mais c'était pas grave, je comprenais tout d'un coup qu'elle puisse être aussi émue. Moi je faisais des efforts énormes pour pas pleurer, pour pas montrer mon angoisse. Quand j'ai rencontré Martine, c'était comme si on s'était déjà rencontrés. Elle était plus à l'aise que Dominique. Elle était peut-être plus en confiance aussi. J'avais l'impression de rentrer dans leur vie, quoi, un peu plus. Quand je l'ai vue arriver, je savais que c'était elle. Rien que de la voir marcher, j'étais toute confiante. La même démarche que ma sœur. Quand je l'ai vue, ça a été le cœur, je l'ai pris dans mes bras. Je prenais ma sœur dans les bras, je prenais mes racines dans les bras, je prenais de l'amour dans mes bras et quelqu'un qui m'avait attendu depuis longtemps, qui m'avait cherché depuis longtemps, et c'était beaucoup d'émotions. Martine n'a aucun doute. Marie-Reine est bien sa grande sœur. Mais pour Dominique, l'histoire est trop belle. Elle peine à y croire. Il lui faut une preuve officielle. Marie-Reine lui conseille alors d'aller consulter son dossier d'adoption à la DAS. Tout d'un coup, la personne qui est en face de moi sort une lettre. C'était vraiment la lettre dont on m'avait parlé. C'était cette lettre qui devait être la preuve qu'il y avait un contact entre Marie-Reine et nous. Et tout de suite, je reconnais son écriture. Tout se trouble, je vois les premiers mots. J'ai du mal à la lire, cette lettre, tellement je suis troublée. Mais pour elle, ça scellait vraiment le fait que c'était sa sœur. Parce que voilà, il y avait cette lettre dans ce dossier.
C'était pas une erreur de la DAS parce que la DAS aurait jamais permis qu'il y ait une lettre comme ça qui soit mise si en effet elles n'étaient pas sœurs. Donc pour elle, c'était sûr à 100%. Elle était très heureuse quand elle est sortie de cet entretien. Et quand elle est revenue de son rendez-vous, elle m'a dit « C'est bon, j'ai ta lettre. T'es bien ma sœur. » Je me présente de façon plus précise. Je suis née le 18 mars 1959 à Albi, sous le nom de Régine. Placée à la DAS dès ma naissance, dans une famille nourricière jusqu'à mon adoption en septembre 1961. Si tu veux en savoir plus, tu peux m'appeler, m'écrire, venir directement. Ça me ferait un grand plaisir. Voici, je vais faire une lettre pour ta sœur Martine. Je n'ose pas dire notre sœur. Et quand le courrier sera parti, je commencerai à frémir au moindre appel. Je vais espérer combien de temps, 2 mois, d'années. Mystère, amicalement. C'est très émouvant de l'entendre, de la voir écrire. Elle va frémir au moindre appel. Frémir au moindre appel, mais elle a dû frémir combien de fois avant de nous retrouver? Elle a dû avoir combien d'espoir pendant combien d'années? De sa part, c'est énormément de souffrance. Et en fin de compte, on arrive vraiment très tard. Heureusement que c'est pas trop tard. Heureusement. Marie-Reine a enfin réalisé son rêve, retrouver ses sœurs biologiques. De leur côté, Dominique et Martine, folles de joie, n'ont qu'une hâte, l'annoncer à leur famille. Mais contre toute attente, l'annonce de ces retrouvailles avec Marie-Reine va prendre une tournure un peu particulière. J'ai annoncé à ma cousine que j'avais retrouvé donc ma grande sœur. Je lui dis que je connais maintenant mes origines et de là où je viens. Et que j'étais contente, que je voulais lui faire partager ma joie. Et là, elle me dit, je le savais, mais étant donné que ta mère t'en avait pas parlé, moi, je t'en parlerai pas. Ça m'a beaucoup déçue et chagrinée et j'étais abasourdie. Et quand ma sœur m'a dit ça, ça a été difficile pour moi de garder mon calme. J'ai senti comme une colère. S'il y avait des personnes qui savaient qu'on avait une grande sœur, comment ça se fait qu'ils nous l'ont cachée? Elle savait parce que quand Martine et Dominique ont été adoptées, elle était là le jour de l'adoption. Elles ont eu accès à des informations, elles savaient que Marie-Reine existait. Et là j'ai vraiment eu un gros sentiment de colère et de trahison. Là, oui. Parce que je me suis dit, ma grand-mère était au courant qu'elles avaient une sœur, une autre sœur, et elle leur a jamais dit. Elle ne le savait pas. Si moi, j'avais jamais cherché sur Internet cette information toute bête, on n'aurait jamais su que ma mère et ma tante avaient une sœur en plus. Mon père était quelqu'un de très franc, de très direct. Comment il avait pu cacher le fait qu'on ait une grande sœur? Et surtout, c'était très cruel de ne pas nous l'avoir dit. Il devait sûrement y avoir une explication quelque part, mais ils auraient dû nous dire qu'on avait une grande sœur. Ma grand-mère est décédée, elle est partie avec ce secret. Elle nous l'a jamais dit. Elle aurait pu, voyant la vieillesse arriver, nous dire « Bon, bah écoutez, j'ai quelque chose à vous dire », ou leur dire dès la naissance. Comme elle a fait pour leur dire qu'elles étaient adoptées, elle aurait pu leur dire tout de suite qu'elles avaient une sœur. Non, ça c'est resté secret. Il y a eu quelque chose qui a été caché à ma mère et à ma tante, une information hyper importante, qui était quand même qu'elles avaient une sœur en plus. Et ça m'a révoltée. Philippe Grimbert, pourquoi d'après vous, la famille adoptive des jumelles, Dominique et Martine, a décidé de cacher l'existence de Marie-Reine, de leur grande sœur? Je pense que révéler l'existence d'une grande sœur était pour la famille adoptive de Martine et Dominique une façon d'avouer encore une fois que leur fille était adoptée. Et je pense que pour la famille, une adoption, aussi réussie soit-elle, est toujours le fruit d'une blessure.
c'est-à-dire par exemple une impossibilité à concevoir, ce qui est toujours pour une femme, comme pour un homme d'ailleurs, une grande blessure. Et je pense qu'à chaque fois qu'il faut faire l'aveu de cette adoption, c'est une petite blessure qui se réveille. Mais vous pensez que la famille adoptive se rend compte à quel point cela peut être douloureux pour ses enfants, pour ses jumelles, d'avoir caché ce secret? Vous savez, un secret a toujours pour moteur quelque chose de terriblement et pathétiquement humain, c'est-à-dire c'est souvent la honte, souvent le deuil, encore plus souvent la culpabilité, et parfois la douleur toute simple. Et cette adoption, je ne connais pas l'histoire des parents adoptifs en question, mais est peut-être le résultat d'une douleur toujours renouvelée quand il s'agit de faire l'aveu de l'adoption des enfants. Martine et Dominique, les jumelles, sont extrêmement choquées par ce silence. Est-ce qu'on peut les comprendre ? On peut les comprendre doublement, d'abord parce qu'elles ont eu le sentiment qu'il y a eu un complot du silence où toute la famille s'est unie pour leur taire quelque chose. Dans ce cas-là, on se sent effectivement victime de quelque chose et on peut légitimement en vouloir à ceux qui ont fait le silence. Évidemment que quand on apprend les choses ensuite et qu'on se dit qu'on a perdu beaucoup de temps dans la connaissance qu'on aura eue de cette sœur aînée heureusement retrouvée, eh bien évidemment on peut ressentir quelques douleurs et quelques colères. Quels sont les liens qui unissent ces trois sœurs aujourd'hui? Je dirais qu'il y a une complicité entre ces trois sœurs qui apparaît à l'évidence quand on les rencontre et qui est faite d'un désir commun, désir de se retrouver, désir de rattraper un passé qui a été vécu dans la séparation. Rattraper le temps perdu aussi. Rattraper le temps perdu, absolument, et faire ensemble face quand même à la blessure, je dirais, originelle, celle de l'abandon maternel. Et je crois que ce lien-là entre les trois est quelque chose qui fait que maintenant, elles ne se perdront plus. Marie-Reine, Martine, Dominique, je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau, toutes les trois. Vous nous disiez il y a quelques instants que votre rêve, c'était de vous réunir, toutes les trois. C'est la première fois ce soir que vous vous retrouvez. Quel effet cela vous fait, Marie-Reine? Beaucoup de joie, une grande joie. Et vous, Martine? Ah, moi, c'est 1000 voltaires. Ah, moi, je suis contente, moi, de les avoir toutes les deux. C'est un rêve. Hein. Dominique? C'est une grande joie partagée, c'est beaucoup de plaisir. Vous avez l'impression que Marie-Reine a beaucoup plus souffert que vous, Dominique? J'ai eu l'impression qu'elle nous a cherché longtemps et qu'elle méritait tout d'un coup de se retrouver entourée, surtout. Et vous l'avez entourée tout de suite? Oui. On ne peut pas faire autrement. Elle a tellement de tendresse, d'ouverture d'esprit, de patience. C'est difficile de ne pas l'aimer. Ah non, c'est bon, hein. Wow. C'est bon de prendre ça aujourd'hui. On a envie. Ah, elle est spontanée, elle est généreuse dans sa vie. C'est vrai qu'elle est fantastique. Il y a quelque chose. Attends, je vais plus entrer dans mes bottes là. Ah ouais, tout de suite, vous l'avez senti? Ah ouais, elle est gaie, elle est spontanée, elle vous accueille quand elle vous accueille, c'est vraiment les bras ouverts, la gentillesse, elle fait tout ce qu'elle peut. On sait quand vous rentrez dans la maison, vous savez que vous êtes attendu, qu'en plus c'est votre sœur, celle qui vous a cherché pendant des années. Je t'ai imaginé 40 ans. Puis elle est très indulgente sur nos défauts. Là, il y a plein de photos sous mes yeux. C'est mignon. Il y a une ressemblance. Ah, moi, je trouve qu'elle me ressemble, ma sœur. Elle a des bonnes joues comme nous, elle a un joli sourire comme nous. Ces filles, pareil, elles ont ce on a tous le sourire et le menton volontaire. On a tous le menton volontaire. Tout dans la famille. Toutes les femmes de la famille. Tous le menton. C'est le même menton. Ah ouais, c'est impressionnant. Le même sourire et le même menton. Le même sourire et le même menton. Pourquoi c'était si important pour vous de vous retrouver toutes les trois ce soir? On veut donner espoir à tous les gens qui se sont perdus, tous les gens qui sont séparés de leur famille. On veut leur donner l'espoir que ça peut se réaliser. Leur dire, c'est pas un rêve que de se retrouver et que notre sœur nous a retrouvés, c'est pas un rêve. On leur dire, voilà, ça peut arriver, battez-vous, un jour vous retrouverez les gens que vous cherchez depuis longtemps. Dominique, vous ressentez ça aussi? De se retrouver toutes les trois, ça clôt toute une complicité, ça clôt tout un travail qu'on a fait pour bien se connaître. C'est la finalité, c'est l'aboutissement. Et aujourd'hui, est-ce que vous parlez de votre mère entre vous, toutes les trois? Votre mère biologique? Oui, souvent. Oui. Qu'est-ce que vous dites? J'essaie de comprendre son histoire, j'essaie de comprendre pour quelle raison elle en est arrivée à nous laisser à l'adoption, pour quelle raison elle a abandonné Marie-Reine au bout d'1 an. J'essaie de comprendre. Je ne lui en veux pas, mais j'essaie de comprendre. Et je voudrais qu'elle nous explique. Après, moi, je pense, mais bon, peut-être c'est ma façon de voir les choses, mais que quand on a quand même un cœur de mère, malgré les difficultés, on essaie, au moins, on fait un signe à son enfant. Quand en 3 mois, on en abandonne 3, c'est qu'il n'y a pas trop de cœur de mère, quoi. Elle est toujours vivante, elle ne veut toujours pas vous parler, vous rencontrer. Est-ce que vous espérez qu'un jour, elle veuille
Vous tendre la main et faire ce premier pas? L'espérer, oui. Et en même temps, j'aimerais qu'elle nous explique quelles ont été ses difficultés, comment elle a vécu les choses. Qu'elle dise notre histoire. Et à l'heure actuelle... Parce qu'en fait, vous n'avez pas d'histoire pour l'instant. C'est-à-dire que l'histoire que vous avez, c'est l'histoire de la famille adoptive. Voilà, qui nous a été présentée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça nous a été présenté comme ça. Et vous avez l'impression de ne pas avoir de socle aujourd'hui, justement, du fait de ne pas avoir votre véritable histoire, voilà. Celle on vous la voudrait, celle-là. Ben oui, tout à fait. On voudrait savoir l'histoire. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. Merci. Merci. À vous aussi. Et belle soirée ce soir, alors. Merci. On va s'éclater. On va essayer d'en profiter. Secret de famille est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur France 2.